Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information à la une ce lundi. En possession de fichiers à caractère pédopornographique, un enseignant polynésien condamné sur le sol américain demande sa réintégration au FENUA, une possibilité qui pose les limites du système et suscite de nombreuses interrogations, notamment auprès de la communauté éducative. La secrétaire générale de SE-UNSA, Titawa Frogier, s'exprimera sur notre plateau. Reportage et réactions à suivre. Marine Le Pen condamnée à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Une décision de justice rendue dans l'affaire des assistants parlementaires européens qui compromet sa candidature à la présidentielle de 2027 et un coup dur pour Tenati. Le CHPF se met à la pointe de la technologie avec un laboratoire flambant neuf pour des analyses plus rapides et plus fiables. Une révolution au service des patients et des soignants. Vague de talent à Papara, le projet Héritage propulse la relève du surf tahitien et français. Objectif visé, amener cette nouvelle génération vers les Jeux Olympiques et sur le CT. Il a été condamné en décembre 2024 aux États-Unis pour possession de fichiers pédopornographiques. Un enseignant polynésien souhaite aujourd'hui retrouver un poste dans l'éducation au FENUA. L'affaire suscite de vives interrogations tant sur le plan éthique que juridique. C'est tout l'objet du dossier de la rédaction. Regardez. C'est une affaire qui dérange. Le 19 juillet 2023, un enseignant polynésien est interpellé à l'aéroport de Seattle. Dans ses appareils électroniques, les autorités américaines retrouvent 223 fichiers à caractère pédopornographique. Ils sont stockés sur son iPhone et son iPad. Ces fichiers incluent des vidéos et des images de viols d'enfants très jeunes, selon les descriptions officielles du rapport d'enquête que nous avons pu consulter. Il est condamné le 5 décembre 2024 par le tribunal fédéral de Seattle à 40 jours de prison, avec crédit du temps déjà purgé pour possession de fichiers pédopornographiques. Il est également inscrit au registre américain des délinquants sexuels et soumis à une liberté surveillée. Cette condamnation repose sur un plaidoyer de culpabilité de l'enseignant devant la justice fédérale. De retour au FENUA, il demande sa réintégration dans un collège privé de Tahiti. Une demande qui nous a été confirmée par la direction de l'enseignement catholique. Elle précise que ce professeur est un contractuel de l'État et que c'est donc au vice-rectorat de décider. S'il est réintégré, l'enseignement catholique écrira au vice-rectorat. Du côté du vice-rectorat, on rappelle le cadre juridique strict. Toutes les demandes de B2, de fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et de fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions terroristes se font de manière systématique, mais uniquement lors de l'entrée du fonctionnaire dans le corps ou lors du premier contrat du non-titulaire. C'est la même chose en métropole. Toutefois, l'administration est informée des condamnations pénales d'interdiction d'exercer des activités en lien avec des mineurs par le biais des avis de condamnation du procureur de la République qui sont transmis au vice-rectorat. En cas d'absence d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et le pays concerné, aucune transmission spontanée d'informations entre les services des casiers judiciaires des 2 États n'est prévue. Une condamnation à l'étranger n'entraîne donc pas une interdiction d'enseigner en France ou en Polynésie. Aucune vérification systématique n'est prévue dans les casiers judiciaires étrangers. Il faudrait qu'il y ait un accord d'application entre l'État français et les États-Unis, que je ne pense pas qu'il n'existe. Mais du coup, encore une fois, c'est bien séparer la procédure pénale et l'éventuelle procédure disciplinaire qui pourra avoir lieu. Auquel cas, ces mêmes faits qui ont été condamnés aux États-Unis pourront faire l'objet d'une fameuse procédure disciplinaire. Cet avocat rappelle un principe juridique qui interdit qu'une même personne soit jugée 2 fois pour les mêmes faits. Le code pénal permet d'appliquer une condamnation dans un pays tiers pour des faits identiques. À ça s'applique le principe, on ne peut pas sanctionner 2 fois les mêmes faits en même temps. Le parquet de Papeete a été informé, mais en l'absence de convention entre la France et les États-Unis, les autorités locales ne peuvent agir qu'à partir des informations officiellement transmises. Le dossier est encore en cours de procédure administrative. L'enseignant n'a pas encore été réaffecté. Une affaire qui pose la question comment mieux protéger l'école face à des profils condamnés à l'étranger, mais inconnus en France.
Et lors de notre enquête, nous avons contacté l'intéressé, lui avons proposé de s'exprimer, y compris sous couvert d'anonymat. Après plus de 30 minutes d'échange téléphonique, il a refusé toute intervention et a tenté de nous dissuader de poursuivre ce reportage. Selon lui, mais aussi selon d'autres sources, il téléchargeait chaque jour de très nombreuses données dans tous les domaines et ces fichiers représentaient moins de 0,1% de l'ensemble de ces données, ce qui peut expliquer la faible peine à laquelle il a été condamné. Justement, la possibilité pour un enseignant condamné sur le sol américain de réintégrer l'éducation sur le territoire français, y compris en polynésien. Réaction au plateau de notre invité, Titawa Frogier, secrétaire générale adjointe SE-UNSA. Titawa, bonsoir. Yorana Atena. Alors, une condamnation aux USA n'empêche pas d'exercer dans l'éducation au Fénois et on a eu l'occasion d'en discuter, une possibilité qui vous interpelle. Évidemment, une telle situation ne peut qu'interpeller. L'automaticité de l'entraide judiciaire entre la justice américaine et la justice française, cette absence pose problème. D'un point de vue moral, évidemment, il est difficile de ne pas s'inquiéter en tant que parent d'élève ou même en tant que personnel face à une situation qui pourrait mettre en danger les élèves qui nous sont confiés. Mais en tout état de cause, c'est le droit qui doit s'appliquer. Et chacun doit faire son métier. Si la procureure peut se saisir de la situation, à elle de le faire. Si il y a un vide juridique, comme l'a rappelé donc, les personnes que vous avez pu interviewer, c'est au législateur en fait de se saisir de la situation. Et vous les avez cités, mais on pense aux parents également. On vient de rendre publique cette affaire. On imagine que cela va susciter des inquiétudes. Comment les rassurer, ces parents ? Alors, il existe une procédure. Alors, je vais au-delà de la situation que vous décrivez, du fait divers que vous traitez. Il existe une procédure lorsque un parent d'élève, un élève fait un signalement d'un comportement qui est inadapté de la part d'un personnel de l'éducation. Il le signale à la direction de son établissement, laquelle peut saisir le ministre de l'Éducation locale, qui, selon les faits, la gravité, peut interpeller le vice-recteur sur le sujet. Une enquête administrative serait menée et éventuellement une commission disciplinaire serait réunie, convoquée. Et à votre connaissance, il y a eu des cas similaires en Polynésie ? Il y a la commission disciplinaire est convoquée pour ce type d'agissement. Et lorsque la justice est passée, il n'y a pas d'hésitation à avoir, on ne met pas en danger des élèves. Donc il est préférable de saisir la justice directement ? J'encourage les parents à saisir la justice lorsque les faits sont avérés. Je signale à tout hasard qu'un fonctionnaire qui a connaissance d'un délit ou d'un crime, selon l'article 40 du Code pénal, doit le signaler. Là, on parle toujours de faits qui se produisent au Fénois, pas oui, à l'extérieur, et notamment aux États-Unis. Tout à fait. Autre sujet, récemment, le syndicat de la fonction publique a saisi le tribunal administratif pour faire annuler la réforme des rythmes scolaires. Il a dénoncé une réforme instaurée à la va-vite et sans réelle concertation. Êtes-vous du même avis ? Alors, en réalité, la requête déposée par le syndicat de la fonction publique repose sur un argument de forme. Le CTP autonome à laquelle appartient donc ce syndicat, dans lequel siège ce syndicat, n'a pas été saisi de la question. C'est pour ça, en fait, qu'ils font cette requête. Je rappelle tout de même que les familles, les enseignants ont été interrogés sur le sujet, les communes également. Donc, selon vous, la consultation qui a été effectuée La consultation a été faite. Cela me permet aussi d'indiquer que, grâce ou à cause de ce syndicat de la fonction publique, les personnels de l'éducation premier et second degré n'ont pas d'instance où discuter des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans les établissements scolaires de Polynésie. C'est un appel que vous faites ? C'est un appel que je fais. Titawa Frogier, merci pour ces éléments de réponse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, le rapporteur public a conclu à l'annulation des arrêtés d'application de cette réforme. On le sait, dans la majorité des cas, le tribunal suit les conclusions du rapporteur. La décision est en tout cas attendue le 15 avril. Merci encore Titawa Frogier d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Politique, maintenant, avec l'annonce du congrès annuel du Tavini Wiratira ce samedi 5 avril sur le Moto Vini à Fa'aa. Rendez-vous décisif selon le parti afin de consolider ses fondations et réaffirmer son combat de toujours, la pleine souveraineté de la Polynésie. De nombreux sujets seront discutés, le bilan du gouvernement, ses actions futures, mais aussi un projet de constitution d'une république fédérale présentée comme la plus adaptée à notre territoire par le vice-président du parti. On l'écoute au micro de Nicolas Pérez. C'est plus qu'un bilan d'étape.
puisqu'on va présenter un certain nombre de préconisations qui touchent à l'ossature même des objectifs du parti, en parlant notamment de constitution fédérale avec des États fédérés. En parlant également de fondamentaux sur lesquels on va interroger nos militants par rapport notamment aux élections nationales et puis au cumul de mandats, etc. Depuis 2023, où nous sommes arrivés entiers aux affaires du pays, c'est-à-dire on n'est pas dans une majorité de coalition, on est dans une vraie majorité, de dire qu'est-ce qu'on a fait comme démarche, quelles sont les contraintes, les difficultés qu'on a rencontrées pour n'avoir pas été plus rapide que l'auraient souhaité nos militants. Coup de tonnerre politique dans l'Hexagone. Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Un coup dur pour le Rassemblement national qui résonne jusqu'en Polynésie. Figure locale du parti, Éric Minardi assure que leur combat politique ne s'arrêtera pas pour autant. Réaction dans ce reportage de Sam Teinaouré. Depuis ce matin, je n'arrête pas d'avoir des appels téléphoniques, des SMS, de courriers d'encouragement. Très proche de la famille Le Pen et des instances dirigeantes du Rassemblement national, Éric Minardi prend très mal la condamnation de Marine Le Pen et surtout l'exécution provisoire du jugement. La peine ne peut pas être suspendue même en cas d'appel de la décision. En clair, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2027. Dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, de toute façon, on va se repositionner. On a des candidats qui sont solides. On a Jordan Bardella, on a Louis Alliot, on a des gens solides autour de nous. Donc, même si Marine Le Pen, et ce serait dramatique, ne pouvait pas se présenter, il y aura un mouvement derrière nous parce qu'elle a fait 13 millions de voix au présidentiel 2022, plus de 13 millions, plus de 11 millions aux législatives pour le RN. Il y a une grande majorité de Français qui aujourd'hui adhèrent à nos idées et ont envie que ce soit le RN qui dirige le pays. Par contre, personne n'en parle, mais je voudrais le signaler quand même, l'Outre-mer aussi vote en majorité pour Marine Le Pen. Et la Polynésie française, en 2022, 42 000 électeurs. 42 000 électeurs, c'est pas anodin. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention, parce que je pense que ça va se retourner contre eux. Le Tenati Rassemblement national se prépare activement pour les prochaines échéances électorales, les municipales de 2026, la présidentielle de 2027 et la territoriale de 2028. Éric Minardi se prépare également à une potentielle nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dans le courant de l'année. Côté santé, le centre hospitalier de la Polynésie française modernise son laboratoire d'analyse. Un service qui promet un gain de temps et une meilleure fiabilité des prélèvements biologiques, de quoi révolutionner le travail des soignants et améliorer la prise en charge des patients. Nicolas Pérez nous en dit plus. Crucial dans le diagnostic des pathologies et le suivi des patients, le laboratoire de biochimie et de toxicologie a fait peau neuve. Après 20 ans de bons et loyaux services, son prédécesseur avait atteint ses limites. Nos anciens automates étaient en fin de production, donc pareil, on avait plus de production de réactifs pour réaliser nos analyses. On arrivait sur des fins de produits. Donc on a profité du renouvellement de cette chaîne d'automation et pour renouveler nos automates de biochimie. D'une longueur d'environ 40 mètres, ce robot dernier cri, constitué d'une dizaine d'automates, offre de nouvelles perspectives dans la recherche de maladies et de molécules. Sur les nouveaux automates, il y a près de 90 analyses de biochimie et 8 analyses de sérologie. Et là, on va mettre en place des nouveaux dosages de médicaments et également des marqueurs cérébraux. Armé d'un système de navettes autonome, ce robot permet notamment de gagner du temps pour le traitement des quelques 700 prélèvements quotidiens. La chaîne se gère toute seule. Elle centrifuge, ensuite elle envoie les tubes directement sur les automates dédiés. Une nouvelle technologie qui a un coût, plus de 400 millions de francs d'investissement. Mais le CHPF ne compte pas s'arrêter là dans la modernisation de sa prise en charge. On a bien l'intention de se mettre à jour également au niveau de nos blocs opératoires, mais aussi d'investir dans toutes les nouvelles technologies pour le progrès dans les services de spécialité de médecine, notamment en cardiologie interventionnelle, en radiologie interventionnelle. Voilà, ce sont des nouvelles techniques médicales en fait
qui permet d'être moins invasif. Le laboratoire d'analyse du CHPF est également un partenaire de premier plan pour les autorités judiciaires. Depuis quelques années, la recherche de stupéfiants fait également partie de ses missions. Avis aux futures mamans, le 7 avril prochain sera célébrée la Journée mondiale de la santé dans le hall de l'Assemblée à Papeete. Au cœur des débats cette année, la santé maternelle et néonatale. Cette journée de sensibilisation débutera à 8h par une conférence sur le sujet et sera suivie par des ateliers. Si les futures mamans sont bien sûr invitées, l'événement est tout public. Principale préoccupation en Polynésie, les femmes enceintes des îles éloignées. Écoutez à ce propos Rachel Flores, la présidente de la Commission de la santé et des solidarités à l'Assemblée. Elle est interrogée par Sophie Guébel. Il y a toujours autant de problématiques, mais on essaie à notre niveau en tant que législateur de remédier. Je sais que au niveau du gouvernement qui tourne assez régulièrement dans les îles, on essaie de remédier à ces problématiques-là. Aussi bien en termes de prévention qu'en termes de, par exemple, pouvoir permettre à un maximum de mamans de pouvoir accoucher dans les îles. Mais ça reste encore très fragile aujourd'hui. Au niveau de l'institution, c'est des problématiques d'ordre logistique. On peut parler des vaccins et c'est aussi en termes de moyens humains. Des spécialistes qui pourraient exercer dans les îles pour lesquels la possibilité de pouvoir déployer les moyens humains. On termine avec du sport. La jeune élite du surf tahitien et français se réunit pour un stage de performance. À Papara, le projet Héritage est lancé par les fédérations tahitiennes et françaises de la discipline. Il vise à encadrer les performances de ces graines de champions et de les emmener à leur tour jusqu'aux prochaines vagues olympiques. Thomas Chabrol, Mérétéato. Ils ont entre 10 et 16 ans et rêvent à leur tour d'atteindre le sommet de la vague. Ces 15 jeunes champions, 9 du Fénois, 6 autres de France et d'outre-mer, font partie des meilleurs dans leur catégorie. Une bonne raison d'intégrer le tout premier stage du projet Héritage. Pendant un mois, ils vont donc s'entraîner sous le regard attentif des cadres techniques et selon les conditions de houle. C'est les coachs qui donnent les conseils, moi je vais de mon côté et je surfe. Aujourd'hui c'était petit les vagues, la gauche a été pas trop bien mais la droite a été bien quand même. Avec leur expérience du circuit professionnel, Michel Bourrez et Jérémy Flores ont un objectif commun: développer l'esprit d'équipe chez ces jeunes et leur donner les clés pour atteindre le surf de haut niveau. C'est vraiment le surf qui nous intéresse, la technique, mais aussi un peu d'entraînement physique aussi, la natation, avoir des échauffements, avoir une routine déjà qui peut leur préparer, une routine pro, même à leur jeune âge, qui peut avoir vraiment cette structure de pouvoir se préparer, apprendre à se connaître son corps. Ils grandissent vite, du coup le matériel aussi, les planches, tout ça, il va falloir s'adapter. Et on est vraiment entouré des meilleurs, de ce qui se fait de mieux entre le surf franco-tahitien. Les encadrants techniques et les parents apportent aussi leur soutien dans cette quête de performance, à la fois physique et mentale. À seulement 14 ans, Tia Zebrowski compte déjà un beau palmarès. La jeune prodige s'est hissée en finale pour son premier Challenger Series l'an dernier au Portugal. Ce stage, c'est une opportunité pour compléter l'entraînement en vue des prochaines compétitions. En ce moment, je travaille plus sur des figures. Mon coach principal, vraiment, c'est Joanne Dury, va normalement m'accompagner sur les Challenger Series. Et en ce moment, on se focalise vraiment sur la technique. Ouais. Le projet Héritage, c'est la combinaison entre deux fédérations de surf pour viser les prochains Jeux Olympiques. Après Kaolivast et Vainé Fierro, il s'agit d'aller chercher d'autres médailles en formant cette nouvelle génération. C'est une chance inouïe pour nos gamins et c'est pour préparer les Jeux Olympiques de 2032. Mais peut-être certains en 2028, pourquoi pas, pourraient être déjà dans la présélection de France. Mais pas que, parce que nos jeunes, pour qu'ils soient performants, qu'ils continuent à faire les compétitions internationales et viser le CT aussi, quoi. Après ce premier stage en Polynésie, direction la côte atlantique en France en septembre pour le deuxième camp d'entraînement. L'occasion de progresser dans d'autres conditions de houle et de température. Tout de suite après ce journal, vos émissions locales suivies de 2 épisodes de Mademoiselle Holmes. Continuez votre soirée ciné avec les aventures des petits bonhommes bleus, les Schtroumpfs. Et enfin, un nouveau numéro d'enquête exclusive. Passez une très belle soirée sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.